Et je vous propose de poser les questions à la fin, comme ça on aura un enregistrement de bonne qualité. Et donc, aujourd'hui, on va parler de devenir à long terme et de qualité de vie dans les cardiopathie congénitales. Et on peut parler aujourd'hui d'une vie plutôt que d'une survie avec une cardiopathie congénitale, puisqu'il y a eu de tels progrès dans notre spécialité depuis les années 90, que ce soit le dépistage prénatal, que ce soit l'anesthésie, que ce soit la chirurgie et le cathétérisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, la survie est devenue tellement meilleure que ce que c'était avant, que l'enjeu aujourd'hui de ces patients, à tous les âges, c'est de prendre en compte leur qualité de vie. Et donc, vous voyez ici les chiffres de survie, hein, pour illustrer mon propos. Dans les cardiopathie congénitales les moins sévères, tout en haut, vous avez des survies qui sont quasiment de 100% après un geste de type chirurgie cardiaque. Même dans les cardiopathie les plus sévères à deux ventricules, on a des taux de survie à 86%. Et il ne reste que, entre guillemets, le ventricule unique où la survie est plus basse. Et dans certains centres qui ont développé des programmes de chirurgie univentriculaire, en particulier par exemple les programmes de Norwood dans l'hypoplasie du cœur gauche, qui est la cardiopathie congénitale la plus grave, on a des chiffres qui sont même meilleurs que 71%. Donc, et quand vous voyez sur la diapo, sur le graphe de droite, la survie à 30 ans, finalement, ces chiffres restent quand même relativement bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne décède quasiment plus, hein, en période pédiatrique avec une cardiopathie congénitale, à quelques exceptions près. Et donc, ces chiffres vont probablement continuer à changer et à s'améliorer, ce qui fait qu'une nouvelle spécialité va commencer à émerger, pour ceux que ça intéresse, c'est la cardiologie congénitale gériatrique. Aujourd'hui, les congénitaux les plus complexes, ils ont au maximum 40 ans, à part quelques exceptions. Mais il va y avoir une nouvelle spécialité avec un vrai enjeu de santé publique, c'est-à-dire que ce n'est pas des petits volumes. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'experts. Donc, il va falloir que parmi vous, si vous souhaitez vous engager dans une spécialité aujourd'hui qui est vraiment, qui a de l'avenir, entre guillemets, et vous serez les rois du monde, c'est la cardiologie congénitale adulte d'une manière générale. C'est insuffisamment de gens formés en cardiologie congénitale adulte, clairement. Il y a beaucoup de cardiopédiatres qui s'occupent encore d'adultes. J'en fais partie, et ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez, pour ceux qui sont cardiologues adultes, de plus en plus nombreux. Parce qu'on ne peut pas avoir une triple formation, c'est-à-dire la pédiatrie, la cardiologie congénitale du jeune adulte et la cardiologie adulte, des maladies acquises, les coronaropathies, etc. Donc, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, la cardiologie congénitale adulte gériatrique, c'est l'enjeu de santé publique de nos spécialités aujourd'hui. C'est celui-là, l'enjeu de santé publique. Il y a un article qui vient de sortir cette semaine dans les archives qui parle de ça, de l'enseignement, du manque de ressources de jeunes. Donc voilà, formez-vous, partez à l'étranger et occupez-vous de ces patients qui vont être très nombreux dans les années qui viennent. Ils sont déjà nombreux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va faire un focus maintenant sur ce qu'on appelle les Patient Reported Outcomes, c'est-à-dire les critères d'évaluation en santé centrés sur le patient. C'est très à la mode depuis une vingtaine d'années. Au démarrage, les médecins cliniciens ne croyaient pas trop, même si on veut tous améliorer la qualité de vie des patients, on ne pensait pas que c'était des variables d'intérêt scientifique. Et en fait, si. C'est-à-dire que même quand le patient évalue sa propre santé lui-même, c'est souvent corrélé aux variables de morbidité classiques qu'on utilise en cardiologie ou en médecine de manière générale. Et la qualité de vie, c'est un des éléments qui intéresse le patient et qui intéresse les chercheurs en santé publique, mais ce n'est pas le seul. Vous avez aujourd'hui le neurodéveloppement, vous avez un cours cette semaine, je crois, sur le sujet. Vous avez le sport et l'activité physique, vous avez l'autonomie du patient, en particulier pour les jeunes ados, jeunes adultes, vous avez la scolarité et les études, l'emploi, et puis la qualité de vie. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et pour vous illustrer ça,
Je vais vous donner un exemple. Je reprends l'exemple de l'hypoplasie du cœur gauche. L'hypoplasie du cœur gauche, cardiopathie congénitale la plus sévère. Le cours est traité, je pense, par le professeur Caroline Novart. Donc, vous l'aurez, vous l'avez peut-être déjà eu, je ne me rappelle plus du programme. Et cette cardiopathie congénitale la plus grave, vous avez finalement, lors du diagnostic prénatal, puisque c'est une cardiopathie qui se diagnostique dans la quasi-totalité en prénatal, vous avez trois façons d'annoncer votre... Enfin, vous avez une façon d'annoncer votre diagnostic, mais vous avez trois parcours possibles. Vous avez l'interruption médicale de grossesse, qui rentre dans la loi française sur la sévérité de la cardiopathie qui compromet le pronostic vital de l'enfant à venir. Vous avez l'accompagnement palliatif à la naissance, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en charge de façon agressive ce nouveau-né, vous ne mettez pas de prostine, la perfusion aortique ne se fait pas et l'enfant décède dans un programme d'accompagnement palliatif. Donc souvent dans les équipes de néonatologie formées à ça. Et puis vous avez la troisième option qui est la chirurgie, qui reste une chirurgie palliative, puisqu'on ne peut pas transformer un seul ventricule en deux ventricules aujourd'hui, même si vous avez des espoirs de recherche avec les cellules IPS ou toutes sortes de travaux de recherche que vous suivez peut-être. Et donc cette chirurgie de Norwood, dans les meilleurs centres qui ont un programme de Norwood, vous arrivez à 85% de survie à 30 ans. Donc ça, c'est vraiment dans les meilleurs centres. Et donc, les questions aujourd'hui qui vont se poser en prénatal et qui vont être posées par les parents et qui vont être posées par la mère en priorité, parce que c'est elle qui va, dans le cadre de la loi française, demander ou pas une interruption médicale de grossesse au CPDP, centre de diagnostic prénatal. Je vous répète les lois si vous ne les connaissez pas. Et donc, ces parents, ce couple, vont beaucoup poser de questions d'ordre éthique et centrées autour de la qualité de vie et du pronostic neurodéveloppemental. Donc, il faut être capable de lire la littérature et de répondre à ces patients. Et donc, quand on regarde, il n'y a pas grand-chose comme essai clinique vraiment très robuste, mais il y a quand même une équipe qui a fait un essai clinique que je vous incite à lire, parce que c'est le seul essai clinique randomisé, contrôlé dans les ventricules uniques en pédiatrie actuellement, qui s'appelle le Single Ventricle Reconstruction Trial. L'objectif n'était pas du tout d'évaluer la qualité de vie, c'était un objectif secondaire. L'objectif numéro 1, c'était de comparer deux stratégies thérapeutiques, qui étaient le Norwood-Sano ou le Norwood-Blalock. Vous apprendrez ça, ou vous l'avez appris si le cours a déjà eu lieu, qui sont deux techniques chirurgicales de premier temps de la reconstruction de Norwood. Donc, la question du docteur, du chercheur clinicien, elle est quelle est la meilleure stratégie chirurgicale? Pour la petite histoire, l'essai clinique est négatif. Il n'y a pas de différence entre les deux stratégies chirurgicales. Par contre, ceux qui s'intéressent aux critères de jugement secondaire, qui étaient entre autres le neurodéveloppement par exemple, ils ont regardé ce que c'était chez ces évaluations du neurodéveloppement, de la qualité de vie, sur plusieurs années de suivi. C'était très intéressant de regarder ça. Et donc, les résultats sont les suivants. Un enfant sur deux présente une altération dans au moins un des domaines, la communication, la motricité fine, la motricité globale, les résolutions de problèmes, les interactions sociales et personnelles. Et près d'un enfant sur trois présente des anomalies du comportement, soit à risque, soit franchement anormal. Et donc, à partir de là, comment un cardiopédiatre, dont le métier n'est pas le neurodéveloppement, va appréhender ces sujets pendant le diagnostic prénatal, ça aussi, c'est un enjeu majeur actuellement dans notre spécialité. Vous voyez, il y a deux enjeux dans notre spécialité. Il y a la cardiologie congénitale adulte et il y a maintenant comment former les médecins du diagnostic prénatal à appréhender toutes ces nouvelles questions que sont le neurodéveloppement et la qualité de vie. Et donc, ces collègues qui s'occupent du prénatal se forment actuellement à ce type d'annonce diagnostique et se font aider évidemment par des gens dont c'est la spécialité, le neurodéveloppement par exemple, ou les experts en qualité de vie. Ce qui est intéressant dans ce type de recherche, c'est que des psychologues ont évalué de manière qualitative, là je vous ai montré une recherche quantitative, mais il y a aussi des recherches qualitatives. La recherche qualitative, c'est des entretiens structurés avec des patients. Et donc, dans cette recherche qualitative, les psychologues ont dit que finalement, la décision d'engager un programme de Norwood
dépend essentiellement de la vie des parents. Essentiellement. Et que les entretiens de ces parents d'enfants qui ont été opérés d'une intervention de Norwood montraient quelque chose qui est vraiment très important et qu'il faut absolument corriger, c'est les inquiétudes des parents d'un côté qui voyaient bien qu'il y avait un retard des acquisitions chez leur enfant, et de l'autre côté, le médecin cardiopédiatre qui, par bienveillance, disait non, mais ça va, vous inquiétez pas. Donc, alors cette publication, elle date des années 2010. Je pense que ça ne serait plus le cas aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas que ce soit le cas, puisque les parents sont des experts dans l'évaluation du neurodéveloppement de leur enfant, même s'ils ne sont pas formés en neurodéveloppement. Les parents passent leur temps à regarder le développement de leur enfant et à comparer aux autres. Donc, ils sont meilleurs que vous. Donc, quand des parents vous disent « j'ai une inquiétude sur le développement de mon enfant », il faut absolument que vous fassiez aider d'un expert de l'évaluation du neurodéveloppement pour prendre en charge ses enfants. Pardon. Et donc, finalement, traitez votre enfant normalement. Moi, quand j'étais à votre place, c'est ce que les TUPH nous disaient de faire. Et quand je me suis engagé dans la recherche sur la qualité de vie et les patient-reported outcomes, 28-30 ans, on me disait que j'allais stresser les patients. Les TUPH de l'époque me disaient « tu vas stresser les patients avec tes études ». Pas tous, hein. Mais certains trouvaient que c'était en rajouter à ces familles qui avaient déjà vécu un calvaire. Ce qui peut s'entendre. Et donc, les conseils médicaux de considérer ces enfants comme des enfants normaux, c'est un mauvais conseil dont les travaux de recherche ont démontré que ça entraînait un retard dans la prise en charge des problèmes neurodéveloppementaux. Pas juste pas sympathique pour les parents, ça entraîne des conséquences parce que les parents, ils vous croient. Donc, quand un cardiopédiatre dit non, non, ça va, tout va bien, les parents le croient. Et donc, vous allez prendre en charge un enfant pour des troubles du neurodéveloppement à 6 ans, au lieu de le prendre en charge beaucoup plus tôt dans les premières années. Aujourd'hui, en France en particulier, vous avez des réseaux de périnatalité qui se sont construits dans le cadre du plan périnatalité des années 2000, dont notre spécialité est en train de s'inspirer. Et aujourd'hui, dans tout le territoire français, les enfants cardiaques à risque de troubles du neurodéveloppement sont en train de rentrer dans ces réseaux de périnatalité. Par exemple, le réseau du sud de la France, qui part de Marseille et qui va jusqu'à Bordeaux, s'appelle le réseau COCON. Il vient d'être créé en fusionnant tous les réseaux de périnatalité des villes. Donc, ça, c'est très important. Vous allez faire partie de la génération, pour ceux qui seront cardiopédiatres en temps plein, vous allez devoir connaître par cœur toutes les cardiopathies congénitales à risque et envoyer ces patients de manière systématique dans ces réseaux de prise en charge des troubles du neurodéveloppement qui vont avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Je fais un cours sur la qualité de vie et je fais exprès de démarrer par ce qui me semble, moi, aujourd'hui, le plus important, le trouble du neurodéveloppement, alors que ce n'est pas ma spécialité et que dans mes travaux de recherche, je me suis intéressé évidemment à ce que les cardiologues regardent, c'est-à-dire la corrélation avec la VO2, la corrélation avec la VO2, tout ce que les gens de l'insuffisance cardiaque adulte avaient fait avant moi. Et pourtant, dans mes travaux de recherche, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un petit aspect majoritaire très important qui était le neurodéveloppement. Donc, je fais exprès de démarrer par ça parce que c'est vraiment, si vous devez retenir deux items de ce cours, c'est la cardiologie congénitale adulte, où là, tout est à faire, y compris dans les évaluations de qualité de vie, il n'y a pas grand-chose, et en termes de santé publique, et la prise en charge du neurodéveloppement chez les plus jeunes, et puis probablement aussi chez les plus vieux. Alors voilà les patients à risque. Donc ça, c'est l'article que vous devez lire obligatoirement, qui commence à dater, mais qui a fait foi pendant de nombreuses années, publié par Marino dans Circulation dans les années 2010, et qui a pris ce graphique que vous devez connaître par cœur, et qui sont actuellement les patients, on va dire, considérés les plus à risque de troubles du neurodéveloppement, de manière un peu caricaturale, mais ça vous permet au moins d'avoir les idées claires. Donc, ce sont les enfants qui ont une chirurgie cardiaque dans les 3 premiers mois, ceux qui ont une cardiopathie cyanogène, ceux qui ont eu une incidence circulatoire, les transplantés, ceux qui ont eu un arrêt cardiaque ayant nécessité une réanimation, ceux qui ont été hospitalisés de manière post-opératoire prolongée. Ça, c'est un item très important qu'on ne regarde pas toujours, parce que 2 semaines, ça passe très vite.
Et en fait, alors c'est des facteurs qui sont évidemment liés les uns avec les autres. Si vous avez une cardiopathie complexe, vous allez rester plus longtemps à l'hôpital. Si vous avez un arrêt cardiaque, vous allez rester plus longtemps à l'hôpital. Mais faites attention à des cardiopathies jugées simples, mais qui ont finalement eu une chirurgie un peu prolongée, une CEC un peu prolongée, une durée d'hospitalisation un peu prolongée, comme une CIV par exemple. Les CIV ne sont pas considérés comme à risque, sauf si on est dans ces cadres-là. Les convulsions en période périopératoire, et puis évidemment les troubles du neurodéveloppement identifiés par les parents, par les enseignants, par le personnel de crèche, par le médecin de PMI, par le pédiatre, par le généraliste, au cours du suivi du patient. Et donc, un des résultats de ces travaux de recherche sur le neurodéveloppement, travaux de recherche qui ont été menés il y a une dizaine d'années par Johanna Calderon quand elle a fait sa thèse de sciences à Paris, avant de partir à Harvard. Elle a montré qu'il y avait des anomalies des fonctions exécutives dans des cardiopathies congénitales totalement réparées, sans séquelles, comme la transposition des gros vaisseaux. La transposition simple des gros vaisseaux aujourd'hui, c'est une mortalité très faible en périopératoire, sauf anomalie coronaire irréparable, difficilement réparable, mais les taux de mortalité sont, alors que la cardiopathie complexe, sont relativement faibles. Et ensuite, une aptitude physique, aérobie, qui est la meilleure de toutes les cardiopathies congénitales. Donc, on part d'une cardiopathie très complexe et on arrive à un pronostic cardiologique finalement très bon. Aujourd'hui, les switches artériels sur transposition des gros vaisseaux, les plus vieux ont 40 ans, et ils vont toujours plutôt bien. Voilà. Donc, elle s'est attaquée à cette cardiopathie, qui avait à l'époque des taux de dépistage prénataux qui étaient en train de vraiment devenir très bons, et qui nécessitait, une fois que le diagnostic prénatal était effectué, une prise en charge dans un centre capable de faire une atrioseptostomie de Rashkin, puis un switch artériel dans la première semaine, etc. Donc, elle s'est attaquée à un sujet qui était le neurodéveloppement dans cette cardiopathie. Sujet qui était brûlant, puisque, à l'époque, c'était moyennement bien reçu par certains médecins, cardiopédiatres, puisque ça pouvait mettre en danger l'annonce diagnostique. Imaginez l'annonce diagnostique d'une cardiopathie complexe qui n'est pas viable spontanément, donc on est dans le cadre de la loi sur l'IMG, mais qui quand même a un bon pronostic cardiologique, même très bon. Si vous rajoutez au moment du diagnostic prénatal une information sur les anomalies du neurodéveloppement, ça peut être compliqué. Donc, c'était moyennement reçu dans la communauté médicale à l'époque, ce genre de travaux de recherche. Ça entraînait aussi des réflexions qui pouvaient être « on va inquiéter tout le monde pour elle ». Et donc, elle a démontré que le QI de ces patients était normal, ça c'est plutôt positif, comme d'ailleurs beaucoup de cardiopathies congénitales, mais que par contre, certains avaient plus d'anomalies des fonctions exécutives que dans la population générale. Donc, la fonction exécutive, elle vous en parlera mieux que moi, c'est les capacités nécessaires à une personne pour s'adapter à des situations nouvelles, c'est-à-dire non routinières et pour lesquelles il n'y a pas de solution toute faite. Elle vous montrera des exemples et vous lui poserez la question. Et on a invité également une maman d'un patient qui a un enfant concerné par les anomalies du neurodéveloppement, qui est une excellente oratrice, qui est une personne qui fait partie de l'association de patients petits cœurs de beurre, et qui va intervenir pendant votre enseignement. Et donc, n'hésitez pas à aller lui poser des questions sur son vécu de parent quand on a un enfant qui a des anomalies du neurodéveloppement et qu'en face, on peut avoir une banalisation de la situation. Et donc, je vous ai déjà un petit peu expliqué la problématique de ce sujet qui est le neurodéveloppement. Et donc, pour répondre à ça, il faut faire tomber les blocages pour la prise en charge, donc aider les médecins prénataux à s'approprier le diagnostic prénatal dans cette direction-là. Deuxièmement, peut-être augmenter l'expertise des cardiopédiatres. Et ce cours qu'on est en train de vous faire n'existait pas avant, sur le neurodéveloppement en particulier. Ça fait 1 an qu'on a rajouté cet enseignement-là. Et puis, peut-être se faire aider de personnes dont c'est le métier, je ne sais pas, des soignants qui ont une formation particulière, comme les infirmiers en pratique avancée, les neuropsychologues,
comme le modèle anglo-saxon, où vous avez les cliniques neurocardio et où vous avez des neuropsychologues ou des neuropédiatres qui font partie des équipes de cardiologie pédiatrique et congénitale. Donc, ces solutions, il y en a quand même plusieurs. Nous, avec Johanna, on a choisi la recherche interventionnelle en particulier. Mais vous avez aussi des centres qui sont en train de monter des cliniques neurocardio. D'ailleurs, ça va souvent ensemble, hein, la recherche et la clinique. Par exemple, à Marseille, avec Béatrice Dessine, vous avez une clinique neurocardio qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Les réseaux de périnatalité dont je vous ai parlé, qui sont adossés à des structures qui s'appellent les CAMS. Tout ça, vous en entendrez parler pendant votre cours. Et puis, depuis peu, le gouvernement français a mis en place ce qu'on appelle des plateformes de coordination et d'orientation qui permettent, sur un site Internet, de savoir où sont les ressources les plus proches quand on a des anomalies du neurodéveloppement. Alors, comme souvent en France, vous avez des millefeuilles de prise en charge qui peuvent parfois, nous, cardiopédiatres, nous mettre en difficulté. Mon avis personnel, c'est qu'il faut utiliser les cliniques neurocardio qui vont se construire, qui vont être les chefs d'orchestre de la recherche et de la coordination des parcours patients. Et votre génération, vous verrez comment ça va se passer. Il est fort probable qu'on intègre de manière systématisée ces patients dans un suivi clinique de type réseau de périnatalité, comme les néonatologues ont fait pour les prématurés. Donc, quand on regarde qualité de vie et cardiopathie congénitale dans le monde, donc ça, c'est un article qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, par Philippe Moons. Philippe Moons, c'est un chercheur, professeur en soins infirmiers, qui travaille en Belgique et qui a développé toute sa recherche sur les patient-reported outcomes sur les cardiopathies congénitales. Et il a fait une enquête mondiale sur le niveau de qualité de vie des patients. Ça, ce sont des patients adultes, il n'y a pas d'enfants dans cette étude. Et on voit que la France, elle est dans la zone rouge, avec une qualité de vie qui est des niveaux qui sont quand même assez faibles. C'était une première étude où il y avait des petites cohortes dans certains centres. En France, il y avait à peine une centaine de malades uniquement dans un seul hôpital français. Donc, ce n'était pas le reflet obligatoirement de la qualité de vie de notre population, mais ça a le mérite d'être une des études mondiales qui a été faite. Et une nouvelle étude a été menée, peut-être que certains d'entre vous y ont participé, elle est terminée, elle n'est pas encore publiée, elle s'appelle Approach 2, ça c'était Approach 1, où on a rajouté des évaluations du handicap et des fragilités des adultes, c'est un terme en anglais qui s'appelle frailty, ça c'est un nouveau terme qui est beaucoup utilisé dans la littérature maintenant adulte. Et c'est les fragilités liées à une maladie chronique et ces fragilités qui vont dans tous les sens, puisque ça peut être le côté social, professionnel, la qualité de vie, etc. C'est un sujet qui sera traité au congrès européen de cardiologie congénitale adulte, qui va avoir lieu prochainement et qui a lieu à Paris. Je vous incite vraiment à participer à ce congrès qui a lieu cette année en France. Donc, c'est le congrès européen de cardiologie congénitale et il y aura ce sujet-là, entre autres, il y en a que ça, qui sera traité. Et voilà, pour ceux qui sont à ce DU, je vous incite fortement à participer à ce congrès et je vous donnerai des informations détaillées si vous avez besoin. Donc, les déterminants de la qualité de vie en cardiologie congénitale, ils sont multiples. Vous voyez ici, la qualité de vie, il y a le point de vue du médecin, puis il y a le point de vue du patient. Souvent, le médecin, il s'intéresse à ce qui est en rose au-dessus. Le patient, lui, il s'intéresse plutôt à ce qui est en bas. Et donc, il faut faire très attention à ce sujet qualité de vie, parce que vous pouvez avoir un déterminant de qualité de vie qui touche tellement le patient qu'il va vous donner des scores bas, alors que ça n'est peut-être pas dû à la maladie. Il faut faire très attention quand on manipule les scores de qualité de vie. Vous avez donc pour l'insuffisance cardiaque, la sévérité de la maladie, la VO2 max, le score NYHA, le poids thérapeutique. Et puis, vous avez des choses qui vont améliorer la qualité de vie du patient ou l'altérer et qui ne sont pas directement liées à la maladie, comme le sexe. Les femmes ont une qualité de vie plus basse que les hommes, quoi qu'il arrive. Dès l'âge de l'adolescence, ça apparaît. Il y a une discrimination de sexe sur le score de qualité de vie en population générale.
Et en population malade, ça reste jusqu'à ce que la maladie soit très sévère. Quand la maladie est très sévère, le sexe disparaît dans l'explication de la différence des scores. Donc, vous avez une hypertension pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale. Là, on est dans des pathologies très sévères. Il y a moins de liens d'association au sexe que dans la population générale ou dans une pathologie simple. Et puis, vous avez la spiritualité, la religion, le revenu. Dans les scores que vous voyez de qualité de vie dans les études internationales, vous avez des pays qui sont meilleurs que les autres, tout simplement parce que vous avez des pays pauvres et des pays riches, ou parce que vous avez des pays en guerre et des pays qui ne sont pas en guerre. Et donc, faire attention à ne pas croire que le niveau de qualité de vie est uniquement expliqué par la maladie. Il y a le bémol dans l'évaluation de ces scores. Quand on regarde la sévérité de la maladie, justement, eh bien, il y a dans les scores de qualité de vie plusieurs dimensions. Les questionnaires vont vous regrouper les questions et vont vous donner des sous-scores. Et donc, par exemple, en cardiologie, on va regarder une sous-dimension qui s'appelle la dimension physique. Quand on est insuffisant cardiaque, on a un score physique de ce gros score global qui est plus bas. Donc ça, c'est très fortement corrélé au degré d'insuffisance cardiaque ou de sévérité de la maladie. Et en même temps, les patients, en particulier en cardiologie congénitale, sont nés avec cette malformation et vont apprendre à faire avec. Ça s'appelle le coping en recherche psychologique. Je fais avec. Et ils vont créer pour certains d'entre eux des mécanismes qui vont faire que parfois ils ont même une meilleure qualité de vie que la population générale. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du handicap. Certains parlent de résilience. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails de tout ce qui se passe dans la tête d'un patient qui a une maladie chronique, mais en tout cas, les congénitaux ont une particularité, c'est qu'ils ont des mécanismes de coping et de résilience qui sont assez marqués. Et donc, parfois, les scores de qualité de vie ne sont pas si mauvais que ça. Pour les médicaments, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la littérature a montré que quand on avait plusieurs médicaments, on avait un impact sur la qualité de vie. La sexualité, c'est très très peu évalué dans les cardiopathies congénitales, mais ça a un lien direct avec la qualité de vie. On a des troubles sexuels chez les adultes congénitaux. Ça rejoint beaucoup la littérature qu'il y a dans l'insuffisance cardiaque, en fait, sur le sujet. Spiritualité et religion, ça a été évalué dans les études adultes sur une quinzaine de pays et qui ont montré que les gens qui avaient une spiritualité, quelconque forme de spiritualité ou une religion, avaient des scores de qualité de vie meilleurs. Le revenu, quand on a des revenus élevés, on a une meilleure qualité de vie. L'âge et le sexe, pardon, je vous en ai déjà parlé. Plus on vieillit et plus les scores de qualité de vie baissent avec le temps, que ce soit dans la population générale ou que ce soit dans les maladies chroniques. Et puis la famille, c'est très important comme déterminant de la qualité de vie. Quand on est une famille avec des frères et sœurs, quand on est une famille où la santé mentale des parents est bonne, ça paraît très intuitif, mais ça a été démontré par la recherche, les scores de qualité de vie sont meilleurs. Et parfois, quand on a un deuil dans une famille, on a des scores de qualité de vie qui sont complètement franchis alors que la maladie est particulièrement stable. Là encore, attention à l'interprétation des scores de qualité de vie dans ces cas-là. Donc, pour la VO2 max, donc ça, c'est vraiment un sujet qui, en tout cas, m'importe beaucoup. C'est vraiment, comme dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte, un déterminant majeur de la qualité de vie dans les cardiopathies congénitales. Donc, les cardiologues adultes avaient déjà démontré ça dans l'insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, vous avez deux déterminants de la qualité de vie qui sont des déterminants de l'épreuve des forces, c'est la VO2 max en priorité, et la pente VO sur les CO2, qui est l'efficience ventilatoire, qui est un déterminant global d'ailleurs du pronostic. Et donc, on a regardé ça dans notre équipe chez les enfants. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que chez les enfants aussi, quand on a une bonne attitude physique, on a une meilleure qualité de vie? Oui, la réponse est oui. La petite subtilité en pédiatrie,
c'est que les questionnaires, vous allez les donner aux enfants, vous allez les donner aux mères et vous allez les donner aux pères. Et puis, moi, je me suis amusé à ne pas donner le résultat de la VO2 max à ces 3 personnes. Et ensuite, on fait les stats, c'est-à-dire le coefficient de corrélation qu'il va y avoir entre le score de la qualité de vie de l'enfant vu par lui-même et la VO2 max, le score de la qualité de vie de l'enfant vu par la mère et la VO2 max, et le score de qualité de vie de l'enfant vu par le père et la VO2 max. Vous allez avoir 3 coefficients de corrélation. Ni le père, ni la mère, ni l'enfant ne sont au courant de la VO2 max et ne sont pas du tout au courant du score de qualité de vie non plus. Okay, donc, à votre avis, des 3, qui a le coefficient de corrélation le plus élevé? Et donc, qui a raison quelque part, puisque ça veut dire que la qualité de vie, elle est mathématiquement reliée à la VO2. La VO2, on ne peut pas tricher. Donc, à votre avis, des 3 intervenants, qui est le plus à même de déterminer la VO2 par un questionnaire, quelque part, parce que c'est un questionnaire de qualité de vie. Et comment vous imaginez les choses et pourquoi? Hein? Alors moi, je pensais que ça allait être l'enfant. Moi, pendant des années, je me suis dit, il y en a marre de ces proxy questionnaires, c'est la question des parents. Moi, j'ai découvert la qualité de vie dans les essais médicamenteux, où on donnait des médicaments aux enfants, et dans le critère du mentionnement, il y avait la qualité de vie. Souvent, c'était les parents. Je me disais quand même, il faut avoir la vie de l'enfant. Et je suis un peu revenu sur ça, parce qu'à chaque fois, c'est souvent les parents, et la mère en particulier, qui dit vrai. Ça peut disparaître dans certaines études si les pères sont très présents dans la maladie chronique de l'enfant. Évidemment, en fait, ce n'est pas que la femme est meilleure que l'homme, je ne pense pas. Mais en tout cas, le parent qui est le plus présent au moment des hospitalisations opératives, etc., c'est le parent qui a le plus raison. Donc, au début, je pensais que les mères étaient des pessimistes, puisque je voyais que tous les scores des mères, ils étaient beaucoup plus basses que les pères et enfants très proches qui avaient les scores des mères. Et quand j'ai fait ces corrélations, je me suis dit, en fait, elles ont un peu raison. Et donc, elles connaissent mieux la dimension physique de la qualité de vie de leur enfant que l'enfant lui-même. Bon. Après, c'est la limite d'un questionnaire chez un enfant, qui parfois peut répondre n'importe comment, parce que c'est il y a peut-être ça aussi. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir que le parent, en tout cas, compte vraiment dans l'évaluation de la qualité de vie de ses enfants. Et ça revient au sujet du départ où je disais, faites attention quand les parents vous émettent une alerte, une inquiétude. C'est souvent assez réaliste. Il y a une autre question qui est souvent demandée, qui tourne autour de la qualité de vie. Et alors là, c'est vraiment le sujet brûlant actuel. C'est les sports, et en particulier les sports de compétition. Dans les années 90, on disait t'es guéri, tout va bien, mais bon, vas-y tranquille sur le sport. Donc, on a tous les quarantenaires aujourd'hui qui n'ont pas fait de sport et qui ont des surrisques cardiovasculaires qui sont majeurs. Mais par contre, la société dans laquelle on est aujourd'hui, où on est dans une promotion de l'activité physique, une promotion du sport, on a fait un virage à 180 degrés. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les cardiopédiatres font de la promotion du sport et en même temps se demandent s'ils peuvent signer le certificat pour que Shaun White, qui a une tétralogie de Fallot, qui a 25 ans, il puisse aller faire les Jeux Olympiques de halfpipe. Donc, voilà. Donc, on a des sociétés où ne pas signer est une discrimination au handicap. Donc, on a des procès contre les cardiologues qui empêchent les athlètes américains qui sont dans les facs à l'université et qui ont une bourse d'aller faire du football, etc. Donc, il y a des jurisprudences américaines où des cardiologues ont été condamnés pour discrimination au handicap. Et vous avez d'autres cultures, comme la France, où nous, on est obsédés du médico-légal et on a peur de signer. Je caricature un peu. L'avantage dans ce combat entre deux façons de voir, c'est que les dernières recommandations européennes de l'ESC, les plus récentes sur le sport, dans les cardiopathies, pas que congénitales, ont introduit la notion de décision partagée. Shared Decision Making. Donc là encore un papier que vous devez lire qui est récent, c'est les recommandations d'activité physique. Parce que ça sort du sujet congénital, mais c'est toute la cardiologie. Vous introduisez ça, c'est-à-dire que vous partagez la responsabilité de votre décision avec le patient lui-même, en fait, que je trouve personnellement très, très bien. Et donc, voilà, je ne veux pas rentrer dans le sujet de sport, là, aujourd'hui, et cardiopathie congénitale, on en parlera quand on fera le cours sur la VO2, par exemple. Mais en tout cas, ça fait partie des questions très importantes aujourd'hui pour les jeunes et qui tournent autour de leur qualité de vie. Et donc, cette qualité de vie qui est liée à la VO2, c'est quand même assez important, puisque quand on regarde ces VO2 avec le temps,
on s'aperçoit qu'en orange, vous avez les VO2 entre 6 et 16 ans, 18 ans, et au-dessus, vous avez en vert les contrôles, population contrôle générale. Vous voyez que la population contrôle, bon, elle ne baisse quasiment pas de VO2 max dans l'enfance. Un garçon entre 6 et 18 ans qui fait une activité physique normalement, qui n'a aucun problème de santé, de population générale, il a 47 millilitres kg de VO2 max. Eh ben, il va rester à peu près à 47 pendant toute son enfance. Chez les enfants congénitaux en orange, elle est bonne la VO2. Elle est même très bonne. La majorité ont des VO2 max à plus de 80% de la valeur théorique. À part les ventricules uniques, ils ont quasiment tous une VO2 max qu'on peut considérer comme normale ou subnormale. Mais ça décroche au moment de l'entrée dans l'adolescence. Et le problème, c'est qu'on a les chiffres adultes qui sont catastrophiques. Donc, il faut absolument qu'on ralentisse ce décrochage en pédiatrie, mais pas à 40 ans, parce qu'à 40 ans, c'est trop tard, pour éviter les facteurs de risque cardiovasculaire des congénitaux adultes, puisque même dans les cardiopathies congénitales les plus simples à l'âge adulte, comme les CIV, vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont catastrophiques. Donc, pour inverser ça, et pour améliorer la qualité de vie de ces patients, eh bien, il faut ralentir cette chute, promouvoir l'activité physique chez les patients qui n'ont pas d'activité physique et éventuellement les faire entrer dans des programmes de réhabilitation qui peuvent améliorer la qualité de vie. Ça, c'est un des travaux qu'on a fait dans l'équipe le plus récent, parce qu'on a publié la qualité de vie des adultes, des ados, des enfants, et là, on s'attaque aux plus petits. Donc, les 5-7 ans, c'est vraiment la génération actuelle, et vous voyez qu'on a regardé la qualité de vie dans toutes ces dimensions. Donc, vous avez la fonction psychosociale, la dimension émotionnelle, la dimension sociale, l'école, et puis la dimension physique tout en haut. C'est un score sur 100 global et par dimension. Donc, vous avez une moyenne sur 100 de ces 5 dimensions, et vous avez des scores par dimension. D'accord ? Et vous mettez ça sur un graphe, et vous voyez la population générale en orange et les cardiopathies congénitales en bleu. Ça se superpose complètement. C'est vraiment bien ça comme étude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que la qualité de vie d'un enfant cardiaque en France qui a 5 à 7 ans, elle est normale de manière globale et dans toutes ses dimensions. Normale, en fait, elle est la même que la population générale. Ça veut dire quoi normal? Ça ne veut rien dire en fait. Et regardez les scores, que je ne connais pas par cœur. Ce qui peut être vu comme quelque chose de positif, c'est comme la population générale. Ce qui peut être vu comme quelque chose de négatif, regardez la dimension psychologique. On a des scores qui sont entre 65 et 70 sur 100. Donc, on a une population aujourd'hui française qui a une dimension d'ordre santé mentale qui est la plus altérée de toutes, qui n'est pas très bonne quand même. 65, c'est quand même pas extraordinaire chez les petites 5 ans à 7 ans. Mais c'est la même chose dans les deux groupes. Voilà. Donc, et la dimension physique, par contre, elle est très bonne. On est à 80 quasiment sur 100. C'est intéressant quand même. Donc, vous voyez pourquoi mes travaux de recherche qui sont axés sur la VO2, la corrélation à l'aptitude physique, etc., j'ai démontré ce que je vous ai dit. C'est 10 ans de travail pour en arriver à cette conclusion relativement simple. Par contre, à chaque fois, je m'apercevais que la santé mentale était quand même altérée. Et là, quand on voit ça sur les 5-7 ans, c'est les enfants qui sont actuellement, vous voyez bien, ils ont très peu de séquelles, ils travaillent dans les centres chirurgicaux pour certains d'entre vous, à part les hypoplasies du cœur gauche ou quelques cardiopathies complexes. En général, c'est quand même un parcours beaucoup plus simple aujourd'hui que ce que ça n'était il y a 10 ou 20 ans. Et bien, ils ont une dimension mentale qui n'est pas parfaite. Mais comme c'est la population générale, peut-être qu'il faut s'attaquer à autre chose que juste la cardiopathie. Ça, c'est des données sur les ados. Donc, sur les adolescents, on a plus de différences. Là, par contre, ce n'est pas complètement superposable. De la même manière que la VO2, elle décroche à l'adolescence, et bien la qualité de vie, elle décroche à l'adolescence. Et où est-ce qu'elle va décrocher significativement au niveau statistique? Dans le bien-être physique. Donc, ça corrobore les chutes de VO2 dont je vous ai parlé. Il y a aussi d'autres dimensions qui sont altérées. Vous avez l'autonomie.
Donc ça, c'est un questionnaire qui va plus loin que le petit questionnaire de 5 à 7 ans. C'est des questionnaires pour des adolescents, ils sont beaucoup plus complets, il y a beaucoup plus de questions. Et alors, pourquoi l'autonomie? Ça, c'est toute une littérature qui a été faite dans les maladies chroniques de l'enfant, et en particulier dans les cardiopathies congénitales. Quand vous avez un enfant qui a une maladie qui est à risque, même si c'est un risque créé dans la tête de la société des parents, vous allez surprotéger la personne qui a cette maladie. On le voit en gériatrie, on le voit en pédiatrie. Ce n'est pas spécifique à la cardiologie, mais c'est particulièrement marqué dans les cardiopathies congénitales qui ont été opérées dans le premier âge et pour lesquelles il y a une surprotection qui se met en place toute la vie. Et pour ceux qui font la cardiologie congénitale adulte, vous voyez qu'à 40 ans, les patients ils viennent avec leurs parents. C'est un grand classique. Donc, ce manque d'autonomie, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler dans le cadre des programmes ETP de transition. Vous avez aussi qui va avec les ressources financières et l'environnement social et les amis. Donc ça, c'est un peu plus complexe à expliquer parce qu'on se dit, mais pourquoi les ressources financières? La cardiologie congénitale, ça touche tout le monde. Ça touche autant les riches que les pauvres. Pourquoi y aurait-il une dimension qui est les ressources financières qui impacterait la qualité de vie? Et là, en fait, on a creusé, donc on a fait de la recherche qualitative, et dans les entretiens avec ces patients pour comprendre pourquoi, les psychologues nous ont dit en fait, ce n'est pas du tout parce que les malades n'ont pas d'argent, ou moins, quand ils ont une cardiopathie congénitale, c'est simplement que dans la surprotection des parents, à la question est-ce que tes parents te donnent de l'argent de poche pour aller au cinéma, la réponse était souvent non. Ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas d'argent. Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas que tu ailles au cinéma tout seul. Et l'argent de poche donné à un enfant, c'est un symbole d'autonomie. Vous voyez, comme ça, c'est très tricky, hein, parce qu'on croit que dimension financière, ça y est, c'est bon, c'est une maladie qui touche les pauvres. Pas du tout. Et l'environnement social et les amis, c'est la même chose. On est un enfant, on est invité à un goûter d'anniversaire, ici en été à Montpellier, avec un grand jardin où il y a une piscine derrière. Les parents disent non, tu n'iras pas au goûter d'anniversaire, avec des excuses fallacieuses, mais parce qu'ils ont peur qu'ils se là, ils ont peur de je ne sais pas quoi. Et donc l'enfant n'ira pas au goûter d'anniversaire, et donc il ne sera plus invité, il aura moins d'amis. Donc voilà, dans la qualité de vie, il y a deux messages. Le premier message, c'est la dimension physique est corrélée à la qualité de vie dans les cardiopathies. Ça, c'est valable pour toutes les cardiopathies. C'est quand même une dimension très forte. Et il y a d'autres dimensions qui tournent autour de l'autonomie, sur lesquelles il faut travailler dans l'éducation thérapeutique. Et là, regardez les parents. Donc voilà les pessimistes, puisque là, ça décroche dans beaucoup de dimensions. Quand les parents évaluent la qualité de vie de leur adolescent, là, ça décroche. Alors, en population générale, c'est la même chose. En population générale, avoir un adolescent à la maison, c'est un calvaire. Et ça se traduit par des scores de qualité de vie qui sont abaissés. Mais quand même, c'est plus abaissé que les contrôles. Ça reste plus important dans les cardiopathies congénitales que chez les contrôles. Donc, dans le bien-être physique, dans le bien-être psychologique, dans l'environnement social et les amis, dans l'environnement scolaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la seule question où tout va bien, c'est relation aux parents. C'est intéressant quand même. Donc, non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés en 2015. J'ai fait ma thèse de sciences sur ce sujet avec l'équipe de Pascal Auquier à Marseille, qui est le référent en qualité de vie, une des sommités mondiales sur le sujet. C'est un médecin de santé publique. Donc, ceux qui sont intéressés par la qualité de vie, eh bien, vous allez le voir, il vous aidera à mettre en place vos travaux de recherche. On s'est intéressé aussi aux adultes dans ces travaux et on a mené l'étude Achille. Je vous en parlerai sur le topo sur l'HTAP de manière plus détaillée. On s'est aperçu là que, évidemment, quand on avait une maladie très sévère qui était l'HTAP avec des cardiopathies congénitales, on avait un impact assez important sur la qualité de vie, mais je vous montrerai ces résultats dans le cours sur l'HTAP. Et puis, pour améliorer la qualité de vie, eh bien, il faut améliorer la dimension physique de cette qualité de vie. Et peut-être que pour améliorer cette dimension physique, il faut faire de l'activité physique de manière structurée à ces patients. Et pour améliorer l'autonomie, il faut faire de l'ETP. Donc, comment ça s'appelle un protocole? Vous avez et de l'activité physique et de l'ETP, ça s'appelle la réadaptation cardiovasculaire, qui est le meilleur médicament d'insuffisance cardiaque de l'adulte. Recommandation 1A. Cette semaine est paru un article majeur que vous devez lire dans le European Heart Journal
qui est « Que faisons-nous en réhabilitation cardiovasculaire dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte ?» Je sors du congénital volontairement, mais parce que le congénital, ça marche très bien aussi pour le message. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les cardiologues adultes ont démontré par des essais rigoureux, randomisés contrôlés, que la réadaptation cardiovasculaire était le meilleur traitement 1A de l'insuffisance cardiaque. Et aujourd'hui, très peu de patients vont dans les centres de réadaptation. Et vous, les jeunes, il ne faut pas que vous reproduisiez ce que vos aînés ont fait, c'est-à-dire des ordonnances très longues de plein de médicaments que le malade ne prendra pas d'ailleurs, parce que quand vous allez dans les services de réadaptation, vous apercevez que l'observance est catastrophique. Et donc, ça devrait être obligatoire, en fait, d'envoyer ces patients. Mais il y a une sous-prescription des cardiologues de réadaptation cardiovasculaire et il y a une sous-adhésion des patients à ces programmes. Peut-être qu'il faut les moderniser, ces programmes. Peut-être que 3 semaines à l'hôpital, dans des structures qui parfois sont quand même, ressemblent trop à des hôpitaux, ce n'est pas adapté. Donc, cette semaine est paru dans l'European Heart Journal un article très important qui essaie de secouer un petit peu le monde de la cardiologie adulte. J'ai beaucoup aimé cet article parce que je pense exactement la même chose et qu'en tout cas pour la pédiatrie, on n'est pas à 1A, mais on n'est pas loin. Et mon équipe a donc contribué à faire augmenter l'evidence-based medicine de la réadaptation des congénitaux enfants et adultes. Et donc, on a mené ce programme de recherche. Alors, je ne vous donnerai pas les résultats parce qu'on les présentera dans un congrès. Mais ça a été le premier essai randomisé contrôlé qui a évalué la réadaptation cardiovasculaire dans les cardiopathies congénitales, où on a pris les ados et les jeunes adultes sur la base de nos travaux de qualité de vie. C'est-à-dire que c'était cette population-là qui décrochait et qui manquait d'autonomie. Donc la réadaptation, on en parlera au cours sur la VO2, mais il y a un trépied, le traitement, le TP, l'activité physique. C'est le trépied de la réadaptation. Et donc comme les patients ne veulent pas aller à l'hôpital, il a fallu inventer des designs qui pourraient être plus en faveur de l'amélioration de leur qualité de vie, c'est-à-dire pas 3 semaines à l'hôpital, certainement pas. Et donc, ils avaient beaucoup moins de jours à l'hôpital, ils avaient 5 jours au démarrage, et puis ils revenaient 1 fois par mois sur un programme de 3 mois, avec de l'IETP et avec de la visio pour faire de l'activité physique par des coachs sportifs qui se connectaient en visio. Tout ça, c'était avant le Covid. Et donc, quand le Covid est arrivé, nous, on a continué à inclure de la même manière dans cet essai clinique, alors que tous les essais cliniques se sont arrêtés pendant le Covid. Nous, on a continué tranquillement avec nos visio, alors que quand on a démarré ce projet, on ne s'est pas fait traiter de fou. On nous disait, le TP en distanciel, ce n'est pas humain. Un coach sportif derrière une caméra, ce n'est pas bien, etc. C'est peut-être pas bien, mais de toute façon, le malade ne va pas dans les hôpitaux. Donc, c'est ça ou rien, en fait. Donc, c'était une vision pragmatique. Et si vous voulez voir les résultats, eh bien, vous venez au congrès Eurobutch dans un mois. Donc voilà comment on a fait. Donc vous avez les centres de réhabilitation à gauche. Donc là, c'est l'Institut Saint-Pierre qui a monté Sophie Dumont. C'est le premier centre de réadaptation en France pour les enfants cardiaques. Si vous voulez voir comment ça se passe, vous allez faire un petit tour là-bas. Ils ont vu sur la mer, c'est assez agréable. Donc là, c'est l'effet groupe. Et à droite, vous avez un de mes jeunes patients qui a été opéré d'un ROS à Marseille, qui était très sportif avant, qui voulait absolument reprendre le sport après. Et donc, lui, il est avec sa coach, avant le Covid, ça, avec sa coach, qui venait 1 fois par semaine quand même chez lui, et la 2e fois par semaine en visio. Ce n'était pas que du total visio quand même. Et là, il est avec son APA, son enseignant d'activité physique adaptée, qui sont des étudiants qui ont fait STAPS, qui ont fait un master derrière. Donc, vos profs de sport au collège et au lycée, ils ont fait une licence. Et certains ont rajouté 2 années de plus à leur licence pour faire un master. Et ce master s'appelle APA, enseignant d'activité physique adaptée. Ça peut être fait par les kinés. Enfin, nous, on a choisi des APA parce que les APA, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les soignants, ce n'est pas les blouses blanches. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'hôpital. Et donc, en fait, ils jouent. Ils ont un côté ludique dans l'activité physique. Donc, pour les enfants, pour les jeunes, c'est une profession qui est assez intéressante. Il y a des APA dans les services de pédiatrie, en cancéropédiatrie, ou même dans certains centres de cardiopédiatrie. Voilà. Et améliorer la qualité de vie, c'est aussi promouvoir les essais thérapeutiques et inclure ces patients dans des essais cliniques qui vont améliorer leur pronostic, améliorer potentiellement l'observance thérapeutique, diminuer peut-être la charge médicamenteuse ou transformer un médicament qui était donné en intraveineux, un médicament qui est donné par exemple par voie orale. Et donc là aussi, il est impératif que vous réalisiez, pour ceux que la recherche n'intéresse pas plus que ça, que vous serez face à des malades un jour
et que si vous n'incluez pas ces malades dans des essais médicamenteux, vous allez contribuer, malgré vous, au retard inacceptable qu'il y a actuellement en pédiatrie sur les autorisations de mise sur le marché sur les médicaments. Et il est possible même que dans votre génération, on vous fasse des contraintes si vous prescrivez hors AMM. Et donc, vous n'aurez pas le choix que de vous renseigner, même si vous n'êtes pas chercheur vous-même, vous n'aurez pas le choix parce que vous allez être challengé par vos patients qui vont avoir la connaissance de ces essais cliniques et qui vont trouver inacceptable, comme aux États-Unis, c'est déjà le cas, hein, de ne pas avoir la proposition de rentrer dans un essai clinique qui pourrait leur faire bénéficier d'une amélioration, d'une AMM, etc. Donc, renseignez-vous sur l'existence de ces essais cliniques. Prenez attache avec l'investigateur principal de ces études pour savoir comment vos patients pourraient y rentrer. On arrête définitivement de prescrire des médicaments sans dose. Vous prescrivez tous du Rénitec, il n'y a aucun essai clinique sur le Rénitec en pédiatrie. Vous prescrivez tous de l'aldactone, idem. Vous prescrivez tous de la coumadine, pas d'essai clinique, pas d'études PKPD, pas d'études de phase 2, pas d'études de phase 3. C'est inacceptable. Il n'y aura probablement pas d'essai clinique dans ces molécules parce qu'on est dans un monde où, si ça n'est pas rentable, le laboratoire n'en a rien à faire. Donc, la seule solution, c'est la recherche publique. Et donc, pour ceux qui, parmi nous, faisons de la recherche publique et lever des fonds en recherche publique, c'est un calvaire, nous avons besoin de gens comme vous qui vont avoir les malades en face pour dire ah, ben voilà, il y a un essai clinique, etc., pour qu'on arrête de prescrire peut-être même des médicaments inutiles. Voilà. Donc ça, c'est facile de dire je veux améliorer la qualité de vie des malades, cardiaques, congénitaux, etc. Mais ça veut dire aussi derrière qu'on se retrousse les manches et qu'on est au courant des essais cliniques qui se mènent dans un pays. L'association de patients Petit Cœur de Beurre va mettre sur son site, là, ça a été acté au conseil d'administration, tous les essais cliniques en cardiologie pédiatrique et congénitale qui sont menés actuellement en France. C'est-à-dire que vos malades vont arriver dans vos salles d'attente et sauront quels sont les essais cliniques. Donc, voilà, vous êtes la relève pour ceux qui sont cardiopédiatres temps plein. Et même d'ailleurs, si vous n'êtes pas cardiopédiatre et que vous avez être animateur ou d'autres spécialités, c'est le même message pour tout. Donc, ce retard de la pédiatrie a été pris en compte par l'Agence européenne du médicament. Ils ont lancé, il y a une dizaine d'années, le plan européen du médicament. Et ce plan européen du médicament a pour but d'aider les industriels à avoir des brevets plus longs et à mener des essais cliniques. Mais les industriels, ils vont choisir des molécules nouvelles. Ils ne vont pas faire l'essai clinique sur le Rénitec. Donc voilà, je vous ai cité quelques médicaments où, sur les 5 dernières années, il y a eu des essais cliniques en pédiatrie. Donc, Selexipag, Rivaroxaban, Macitentan, Edoxaban, Riociguat, Valsartan, Cresco, etc. Donc, il faut aussi, une fois qu'on a inclus, connaître les résultats, aller regarder les publications, savoir s'approprier les résultats. Et vous devez, dans votre génération, vous dire on ne peut plus prescrire en AMM, il faut autre chose que ça. Des fois, on mène des essais cliniques comme celui-ci, où on évalue la qualité de vie de patients sous anticoagulants, dont l'objectif est de vérifier l'anticoagulation et la qualité de vie. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut avoir des cohortes assez importantes de patients, où on peut regarder les INR, on peut regarder l'équilibre des INR, on peut regarder l'effet dose, etc. Donc, parfois, de faire une étude de qualité de vie, ça vous permet aussi d'avoir une cohorte de patients. Et donc, améliorer la qualité de vie, c'est autonomiser le malade, je vous en ai parlé. Et pour autonomiser le malade, eh bien, on met en place des programmes d'ETP, d'éducation thérapeutique du patient. Vous avez à gauche le programme Transition qui a été créé à Montpellier et qui est toujours en place et qui a fait l'objet d'un essai clinique randomisé contrôlé. Là, je peux vous donner les résultats puisqu'on va publier l'article et que je l'ai présenté dans les congrès. C'est le premier essai randomisé contrôlé en ETP, en cardiologie pédiatrique et congénitale, voire même en cardiologie, qui démontre l'effet positif randomisé contrôlé sur la qualité de vie de l'ETP et de la transition. Donc, on est en train de monter le niveau d'evidence-based medicine dans notre spécialité par des essais randomisés contrôlés. Et donc, là à gauche, vous avez le programme avec Grégoire Delavillon, Charles Brady, vous connaissez peut-être, c'est l'équipe de Montpellier, adultes et enfants. Vous avez une cardio-adulte qui s'occupe des patients et en face le pédiatre. Ils ont un programme ETP de transition. Tout ça dans la thèse d'Oscar Werner qui a publié les travaux avant la randomisation. Et à droite, vous avez la même chose, mais
actuellement qui a poolé toutes les maladies chroniques, pas que la cardiologie. Nous, c'est un programme dédié à la cardiologie. Vous avez à Necker une structure qui s'appelle La Suite. Et vous avez une application iPhone que vous pouvez télécharger qui s'appelle La Suite de Necker. Et où là, vous pouvez inclure un malade qui a une maladie chronique dans un programme ETP transition hors cardiopathie. Il n'y a pas que la cardiopathie congénitale. Voilà. Et puis, l'actualité, pour ceux qui s'intéressent vraiment ce sujet de la transition, on est en train de monter, sous l'égide de Cardiogène, qui est notre filière maladie rare, un programme transition hybride. On va essayer de le faire national, c'est-à-dire que ce programme de transition montpelliérain que moi j'ai créé en 2014, eh bien, on va le rendre accessible à tout le monde, dans les deux sens. C'est-à-dire un patient qui habite Marseille, qui a envie de participer à ce programme et qui n'a pas envie de se déplacer et faire plusieurs kilomètres, il pourra se connecter en visio et participer à la session de transition. Donc, on a commencé déjà un petit peu avec Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille, et les gens peuvent se connecter en distanciel. C'est sûr que ce n'est pas aussi bien, très honnêtement, que d'avoir une salle avec des gens en face. C'est exactement comme l'enseignement. Moi, je suis obligé, pour enseigner, d'aller chercher des ressources assez incroyables pour faire un enseignement de qualité quand c'est que sur du Zoom. Donc, merci à ceux qui êtes venus, parce que si vous n'étiez pas là, mon cours sera moins bon. Alors, en ETP, c'est pareil. J'ai vraiment l'impression que quand les patients sont derrière un Zoom, c'est vraiment pas pareil. On n'a pas les regards, on ne voit pas ce qui se passe, les gens n'osent pas poser des questions sur Zoom, etc. Donc, l'ETP en Zoom, je le défends, parce que je me dis que c'est Zoom ou rien, mais si les gens pouvaient venir, ce serait mieux. Et c'est ce que nos infirmiers en éducation thérapeutique disent. Donc, on monte un programme hybride pour ceux qui s'intéressent. Le but, il est double, permettre aux patients de se connecter sur Zoom s'ils ne veulent pas venir dans la salle, mais aussi pour les soignants. C'est-à-dire que quand on est soignant et qu'on fait de l'ETP, même si on aime beaucoup ça, on se fatigue à faire ça. C'est chronophage, vous déployez une énergie folle, comme pour le DU, pour qu'il y ait 3 personnes dans la salle, et donc vos infirmières, vos secrétaires, vos médecins de réadaptation, vos médecins en ETP, vos APA, enfin vous avez quelquefois plus de blouses blanches qui vont s'occuper des patients, assistantes sociales, diététiciennes, psychologues, vous allez avoir plus de soignants que de gens dans la salle. Donc, ça peut être, au bout d'un moment, désespérant. Donc, ce programme hybride, il est dans les deux sens. Moi, je rêve que dans l'avenir, on soit un groupe d'éducateurs sur le territoire français et qu'on tourne. Bon, ben, aujourd'hui, c'est Marseille qui organise l'hybride. Demain, c'est Nantes. Après-demain, c'est Montpellier. Après, c'est Bordeaux. Et ça vous permet de tourner entre professionnels. Et donc, c'est ce qu'on est en train de construire avec Cardiogène, une espèce de maillage national pour que tout patient sur le territoire puisse avoir accès à l'ETP. Donc, vous avez les ETP AVK, vous avez les ETP transition, etc. Et donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Faire de l'ETP, c'est un très bon moyen de savoir comment vous maîtrisez votre métier, si vous êtes dans votre zone de confort ou pas, parce que les patients ils vous posent des questions un peu challenging. Il faut être capable de répondre à une question d'un patient dont on ne s'occupe pas. C'est très particulier. Et donc, pour les jeunes, très, très, très formateur. Alors, au début, vous regardez, puis après, vous participez. Et quand vous êtes vraiment très bon, vous allez vous occuper des parents qui sont les ateliers d'éducation thérapeutique les plus compliqués. Vous prenez les parents à part, vous laissez les ados parler de sexe et de drogue avec les infirmières et avec les jeunes médecins. C'est ce que je fais moi. Je mets les jeunes médecins, Oscar Verna, par exemple, qui anime l'atelier ado, parce que les patients, ils parlent à un jeune médecin. Et dès que le médecin il a passé un certain âge, moi, ça y est, c'est fini, ils ne vont plus oser me parler de sexe et de drogue, ils en parlent encore à l'assistant. Et donc, moi, je vais avec les parents ou des collègues plus vieux et le psychologue, et on s'aperçoit du traumatisme qu'ont vécu les parents au moment de la chirurgie cardiaque ou de l'annonce diagnostique. Un trauma qui est persistant pendant des années et des années. Et là, on comprend l'impact sur la qualité de vie de l'enfant et tous les mécanismes qui sont en place. On va publier ça, l'article transition, très prochainement. Vous l'aurez cette année, si ça vous intéresse. Donc, il y aura l'essai randomisé contrôlé qui est positif. On est content, bravo. Et on aura un deuxième papier qualitatif où les psychologues ont fait ces entretiens. J'aurais presque tendance à dire que moi qui ne suis pas un expert du qualitatif, de la recherche qualitative, j'ai presque tendance à dire que c'est le plus intéressant, c'est cette partie-là. Et donc après, on est aussi contacté les chercheurs par d'autres professionnels de santé qui, eux, pensent qu'on peut améliorer la qualité de vie par autre chose que des médicaments, de la chirurgie, de la réadaptation, mais par des médecines qu'on appelle les médecines adjuvantes. C'est très à la mode, ça. L'hypnose, la sophrologie, voilà.
Donc, moi, j'ai été contacté par ces personnes qui voulaient tester ces techniques, mais qui n'étaient pas des chercheurs. Et donc, moi, je dis, bah, oui, hein, on fait un essai clinique, il n'y a pas de problème. On va démontrer ou pas que ça marche. Et donc, on a démontré que l'hypnose, par exemple, était très efficace. On a publié le premier papier sur l'effet de l'hypnose dans le cardiopathie congénitale, pour des choses très simples. Hein, c'était de l'ETO pour les enfants, où on avait eu un seul échec et que des succès, sans aucun médicament et sans aucune anesthésie générale. C'est incroyable. Vous pourrez lire l'article. Donc là, vous voyez Charlène en train de faire le TO. À droite, vous avez l'hypnotiseuse, l'infirmier qui va pousser le produit de contraste, et puis moi derrière, qui ne fait rien, qui regarde. Et voilà. C'est ça un chercheur, en fait. Le chercheur, il met les gens dans la pièce, il dit, allez, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et il écrit le papier accessoirement. Et donc, non, moi, j'ai été assez bluffé, en fait. J'ai pas les moyens. Je pensais qu'on allait avoir 50% d'échecs. On a un échec sur 20 ou 30, je ne me rappelle plus de la cohorte. Et la sophrologie, pareil, on a des kinés qui sont des sophrologues qui ont démontré que la sophrologie améliorait le débit expiratoire de pointe dans la crise d'asthme. Et on s'est dit, est-ce que par des mécanismes de cohésion cardiaque, tout ce que font les sophrologues, respiration, posture, on pouvait améliorer la VO2. L'essai clinique randomisé contrôlé Sophrocare est terminé, je n'ai pas les résultats. Le dernier malade inclus va faire son dernier bilan dans un mois. J'ai un gros doute sur la positivité de cet essai clinique, mais comme on est dans une période où actuellement tous nos essais cliniques sont positifs, peut-être ça va passer. Mais en tout cas, c'est au moins intéressant du point de vue du patient, parce que quand vous avez un patient à qui vous proposez une intervention très lourde, là je pense aux adultes, aux jeunes adultes, qui ont déjà été opérés 2 fois, à qui vous reparlez d'une revalidation, ce n'est pas simple pour eux. Et si vous êtes un médecin qui parallèlement leur propose des médecines adjuvantes, vous pouvez aussi avoir une adhésion de ce patient à vos programmes interventionnels qui parfois peuvent être lourds. Et donc, ça peut être une façon aussi, on est dans une société qui le demande. Hein. Aujourd'hui, on est dans une société où les malades ne veulent pas de médicaments, mais ils veulent de la sophrologie. Donc, à un moment donné, nous, les médecins, il va bien falloir qu'on s'adapte à ça. La génération d'avant en rigolait. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas en rigoler, malheureusement, ou heureusement, d'ailleurs, je pense. Mais nous, ce qu'on a remarqué quand même dans cette recherche qualitative, c'est qu'on avait l'impression qu'on évitait peut-être des pertes de vue et des sorties du système en ayant des propositions à faire à ces malades-là. Je vous donne l'exemple vraiment qui est du quotidien d'un cardiologue congénitaliste adulte, la douleur thoracique. Ceux qui font du congénital adulte, c'est notre cauchemar, la douleur thoracique de l'ancien enfant qui a une sternotomie, qui a des douleurs thoraciques. Et alors là, j'ai été opéré du cœur, j'ai une douleur thoracique, j'ai 30 ans, c'est bon, je fais un infarctus. On fait tous les bilans et c'est normal. Et on passe notre temps à dire non, il n'y a rien, c'est normal. On a fait les holters, on a fait les explos, on a fait les vélos, c'est normal. Mais le malade, il a mal à la poitrine quand même. Eh bien, vous les envoyez faire de la sophrologie. Donc en fait, le fait de proposer quelque chose à ce patient qui n'est pas un médicament, parce qu'ils ne veulent pas aller voir les psychologues, en fait. Quand vous leur dites c'est psy, alors là, ils n'aiment pas déjà que vous leur disiez ça. Et en plus, ils n'iront pas le voir. Donc, il faut adhérer, je pense, à ces nouvelles thérapeutiques, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut les contrôler. Il ne faut pas qu'il y ait du charlatanisme. Eh bien, on va faire un essai randomisé contrôlé, on testera ces techniques-là. Voilà. Donc, vous avez bien compris que mon message, quand même, alors que je vous parle de qualité de vie, c'est recherche, recherche et recherche. Et je termine par ce qui sera probablement, en tout cas pour moi, le plus gros essai randomisé contrôlé que je vais mener avec Johanna Calderon. C'est-à-dire qu'on va associer, je vous ai parlé pendant tout ce cours de la santé physique et la santé mentale. Vous êtes d'accord, hein, je ne parlais que de ça. Et bien, on va associer les deux. Et on va faire un essai randomisé contrôlé qui s'appelle CaliNeuroRehab. On va leur faire de l'activité physique, un peu comme dans CaliRehab, mais en total distanciel. Et à droite, on va leur faire de la stimulation neurocognitive et avec des logiciels dont vous parlera Johanna, vous lui demanderez c'est quoi l'intervention neurocognitive de CaliNeuroRehab, elle vous en parlera mieux que moi. Et c'est voilà, un esprit sain dans un corps sain, 3 mois, randomisé, contrôlé. Projet européen, c'est le projet qui a remporté l'appel d'offres maladies rares l'année dernière. Donc, c'est la première fois que de l'argent public est donné pour les congénitaux. On va partir de 8 ans jusqu'à 25 ans. Donc, ça va être un gros projet et on est très content. Donc, c'est le trépied de la réadaptation avec le traitement, l'activité physique, le TP, tout en distanciel. Alors, peut-être qu'on a remporté l'appel d'offres parce qu'on a écrit ça.
au démarrage du Covid. On était complètement on surfait sur la vague sans le savoir, hein, parce qu'on ne savait pas qu'on allait fermer le pays. Hein. Et donc, les reviewers ont expertisé un projet en total distanciel. Je vous jure que je ne savais pas que le Covid allait arriver, mais en tout cas, on a surfé sans le savoir sur cette vague-là. Depuis, beaucoup de gens ont tout passé en distanciel, mais nous, on a créé ça, le projet est écrit au démarrage du Covid, on l'a envoyé à ce moment-là. Donc, on a un peu bénéficié aussi de ça, je pense. Et donc voilà, ce sera un projet européen et je pense que vous en entendrez parler prochainement. Voilà, donc la conclusion de ce cours sur la qualité de vie, c'est que il y a deux dimensions qui sont importantes à regarder, qui sont la dimension physique et la dimension mentale, que ces questionnaires ne sont pas si simples que ça à appréhender en dehors de la dimension physique parce qu'il y a des facteurs explicatifs qui peuvent être confondants dans les déterminants de cette qualité de vie, et que, de mon point de vue, mais là ça c'est personnel, il faut intégrer l'amélioration de la qualité de vie dans un parcours de recherche. Et donc, dans la recherche, 1, vous évaluez quel est le problème. 2, vous le comprenez, pourquoi j'ai le problème. Et 3, vous intervenez, je règle le problème. Et donc, votre génération, on espère que vous ferez mieux que ma génération, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les chercheurs d'un côté, les cliniciens de l'autre, mais que les cliniciens feront partie intégrante, comme les patients maintenant, de ces protocoles de recherche, et que ça vous intéressera, que vous inclurez, voire même que vous arriverez avec des idées. Et pour ceux qui ont des idées, c'est toujours très intéressant que des gens qui ont de l'expérience de protocoles de recherche puissent vous aider à déposer vos appels d'offres, à les mener, et n'hésitez pas à me solliciter pour ces aspects-là. Est-ce que vous avez des questions sur la qualité de vie? Zoom, oula, il y a plein de questions sur Zoom. Alors, que disent Zoom? Pas de son. Ah. Après, ils disent, je sais pas, ils se parlent entre eux. Non, c'est bon. Ouais. Et j'ai pas compris, on a intégré ou il n'y a pas de réseau qui existe? Alors, donc la question qui est posée, c'est comment fonctionnent les réseaux de périnatalité, en particulier les réseaux cocons. Donc en fait, tu avais déjà des réseaux de périnatalité dans le sud, tu en avais à Marseille, tu en avais en Occitanie, d'abord Montpellier-Toulouse, puis après ils ont fusionné, et puis celui de Bordeaux était en balbutiement. Et en fait, le gouvernement a donné de l'argent dans le cadre, je crois, de l'article 51, qui est une nouvelle modalité de financement de la santé, quand ça sort un peu des parcours habituels, pour qu'ils fusionnent, enfin, c'est les médecins qui ont dû vouloir, hein, pour qu'ils fusionnent leur réseau existant et qu'ils aient les mêmes pratiques. Qui tu inclus, qui tu n'inclus pas, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est tout nouveau, ça. Et ça s'appelle Cocon. Et nous, pour la cardiologie, moi, je sais juste pour la cardiologie, ils nous ont sollicité en disant quel malade cardiaque souhaitez-vous qu'on inclue de manière systématique? Parce que finalement, la plupart des enfants cardiaques passent par les réanéonates. Et donc, voilà où on en est. C'est le démarrage, en tout cas pour Bordeaux. L'Occitanie était déjà bien en avance. Et Marseille, je connais moins le réseau de Marseille, mais je sais qu'il existait déjà. Ah oui, oui, on sera dans le même réseau. Alors moi, c'est sûr, ce qui m'intéresse, c'est que derrière, il y a des données de recherche qui sortent. Parce que les réseaux de périnatalité qui existent depuis longtemps maintenant, hein, ils ont peu publié sur leur... Ils font beaucoup de travail, qui est assez extraordinaire. Mais finalement, ils ne publient pas sur le neurodéveloppement, ils ne publient pas sur très peu. Il y a eu pour la prématurité le réseau, les études épipage 1 et épipage 2. Et finalement, en 25 ans, il y a très très peu de travaux de recherche. La recherche interventionnelle, par exemple, les essais cliniques où tu interviens pour améliorer quelque chose, il n'y en a quasiment pas. Donc, moi, j'aimerais bien, après c'était une autre période, hein, mais j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on utilise ce réseau pour faire de la recherche et pour tester des interventions à partir d'un réseau qui va être extraordinaire. Du coup. Donc là aussi, c'est un sujet très intéressant parce que nous, on va créer des cliniques neurocardio dans nos services. Mais on va avoir besoin de pédiatres pour examiner ces enfants en lien avec le réseau. Donc il y a des choses à construire, il y a des modèles à construire. Donc des cliniques neurocardio aujourd'hui en France, on a très peu.
La seule vraiment un peu structurée, c'est celle de Béatrice à Marseille, parce que Béatrice Desnous, elle est neuropédiatre, et elle revient du Canada, où ils ont déjà des cliniques neurocardio. Et ce qui est intéressant, c'est que là-bas, les cliniques neurocardio, elles sont pilotées par le chirurgien cardiaque, en fait. C'est assez intéressant comme concept. À Montréal, il faudra lui demander, mais je crois qu'il a été créé par la chirurgienne cardiaque de Montréal. Il est dirigé par elle. Et donc, du coup, elle est neuropédiatre et elle travaille dans ce centre. Alors, maintenant, elle est à Marseille. Et donc, elle a créé, il y a 2 ans, c'est tout frais, un fonctionnement de type clinique neurocardio avec psychomotricien. Voilà. Mais il y a d'autres modèles. Ça peut être un pédiatre qui travaille dans un réseau cocon, par exemple, et qui a une appétence pour la cardio et qui vient faire des réflexions pour examiner les enfants au cours d'une AGJ cardio. Moi, c'est ça que j'imaginais. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Béatrice Desnous dans son centre pour faire des examens. Et je pense même que, vu le volume, ça m'étonnerait qu'elle puisse voir tous les enfants. Ce n'est pas possible. J'imagine qu'elle doit cibler certains. Et puis, comme c'est une chercheuse, elle doit cibler des malades qui rentrent dans des essais cliniques et dans des hypothèses de recherche. Donc, on ne va pas pouvoir se passer des réseaux cocons, des réseaux périnatalité. On ne va pas l'appeler cocon, puisqu'il y en a d'autres, il y en a partout. Mais ça va être difficile de s'en passer. Mais eux-mêmes, quand on parle à ces responsables des réseaux, quand on leur donne nos chiffres, ils disent « mais on ne va jamais réussir à prendre toute cette vague de malades ». Donc, il y a quand même un vrai souci. Voilà. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à créer actuellement en France sur ce sujet-là. Voilà. Oui. Merci. Je vais vous mettre dans mon pays, si jamais vous décidez de mettre ce que vous voulez. Est-ce que nous avons des psychologues, des thérapeutes, ce qu'on appelle occupational thérapeutes. Oui. Ce sont des gens qui s'occupent, actuellement, s'occupent à prendre des enfants qui ont d'autres malformations. Alors, cette équipe-là peut faire cette réhabilitation. Alors, je pense que déjà, Johanna, elle vous répondra mieux que moi sur la compétence qu'il faut pour dépister. De ce que je sais, parce que je les côtoie beaucoup. Si vous voulez prendre des petits enfants et les dépister aux troubles du neurodéveloppement, comme ils sont assez fins, ces troubles du neurodéveloppement, il faut vraiment être particulièrement formé à ces examens. Par exemple, si vous êtes un cardiopédiatre ou un pédiatre qui a reçu une formation de base en néonatologie, etc., si j'ai bien compris les travaux de recherche de Johanna, vous n'allez pas réussir à dépister les anomalies fines du neurodéveloppement par des examens standards. C'est des généralités, ce que je veux dire. Il faut être neuropédiatre, neuropsychologue, et ils font toute une batterie de tests, et ces examens, quand on les voit faire, ils durent 3 heures, 2 heures. Voilà. Donc ça, il faut être un expert du neurodéveloppement, surtout pour le tout petit, pour arriver à dépister les anomalies. Une fois que tu as dépisté les anomalies, là, la prise en charge, c'est cette personne-là qui va te dire, qui va te proposer des solutions de posture, de stimulation, de réassurance parentale, si c'est lié aussi à des comportements parentaux. Donc, vous avez des psychologues, des neuropsychologues, des kinés, des ergothérapeutes, etc. Vous avez des psychomotriciens, pardon. Donc, plusieurs professions qui vont prendre en charge ce patient. Là, pays par pays, ça dépend un peu de comment ça fonctionne. Est-ce que ça doit se faire dans l'hôpital? Je ne suis pas sûr, parce que ce sont des malades qui sont assez autonomes, qui vont rentrer chez eux après la consultation. Et donc, le modèle qui marche le mieux en France, c'est justement ce réseau de périnatalité, où ils ont formé des kinés, des psychomotriciens dans les cabinets de ville pour que ces patients aillent les voir. Okay. Et en France, quand on est vraiment très malade, et qu'on a des troubles du neurodéveloppement sévères, c'est souvent chez les syndromiques, trisomiques, etc. En France, ils vont dans des structures qui s'appellent les CAMS, Centres d'action médico-sociale précoce, où là, vous avez une structure hospitalière de type hôpital de jour. Et c'est peut-être ça, c'est le genre de professionnels-là dont vous parlez, qui sont en France dans les CAMS. Finalement, nous, ce n'est pas dans les hôpitaux qu'on a ces structures-là. C'est en ville ou dans les CAMS, si je résume. Dans les hôpitaux, on fait les bilans. Donc ça, c'est pour la part. Est-ce que je réponds à votre question là? Ça va? Voilà. Après, pour les points de réadaptation dont je parle, ben moi, c'est après, hein, c'est quand ils ont l'âge de faire de l'activité physique, c'est-à-dire 8 ans, ado, là. Donc là, on sort complètement du cadre.
Et là, c'est la première fois, je pense, qu'on va tester un programme où il y aura les deux, c'est-à-dire stimulation neurocognitive et activité physique. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. On est les premiers à faire ça, donc vous aurez les résultats dans 5 ans, enfin dans 3 ans si on est bon. Mais voilà. D'autres questions? Oui. Ouais, donc ça, j'en ai pas parlé parce que Johanna, moi j'ai fait une introduction au neurodéveloppement et Johanna va vous parler de tous les déterminants du neurodéveloppement dans son cours. Je pense qu'elle le fait cette semaine, hein. Demain, voilà. Et donc, la dénutrition, c'est un facteur prioritaire, majoritaire dans le neurodéveloppement. Ça a été démontré dans toutes les maladies chroniques, pas que les cardiopathies congénitales. Nous, il y a peut-être un biais confondant, c'est-à-dire que quand tu es dénutri, c'est aussi que tu as une cardiopathie qui a été particulièrement complexe, avec une hospitalisation prolongée. Donc, elle saura peut-être mieux répondre que moi sur le poids de la dénutrition par rapport aux autres facteurs. Mais moi, en tant que clinicien, je vois que c'est lié. Tu as rarement un malade dénutri avec une CIV opérée qui est sortie à J5, tu vois. Mais en tout cas, c'est un facteur absolument majeur et il faut absolument s'en occuper très très tôt. On ne s'en occupe peut-être pas assez quand ils sont tout petits. Il y a eu, moi, ma génération, par exemple, on nous disait de supprimer les sondes gastriques très vite, laissez-les tranquilles, c'est pas bon pour l'oralité, etc. Donc, moi, je suis la génération de on retire la sonde gastrique. Et même moi, j'ai du mal à avoir un nourrisson avec une sonde gastrique alors qu'il va bien, en fait. Je fais partie de cette génération, de m'autocritique. Et en fait, ce n'est pas une bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est sortir avec la sonde gastrique et partir en HAD, en hospitalisation à domicile, même quand ça va bien. Et c'est en train d'être le cas, vous le voyez, hein, dans les centres actuellement. Voilà. On est des cardiologues. Et donc, il faut savoir se faire aider par des gens qui savent mieux que nous. L'HAD pédiatrique, c'est la meilleure structure pour mettre un enfant post-op. Ils vont s'occuper du neurodéveloppement, des complications hors cardio, de la nutrition, etc. Donc, moi, je prône complètement les structures HAD pédiatriques pour les enfants en post-opératoire cardiaque. Là aussi, je me demande si ça ne doit pas être systématique. Ça récurcit les durées d'hospice. Oui. Ouais. Alors, chez les aides, en tout cas, quand j'étais à Montpellier, on n'avait pas de diététicienne de manière systématique. On la demandait quand il y avait un besoin, mais pour être très honnête, on l'a demandé trop tard. On l'a demandé quand on était dans une situation catastrophique de l'entrée-greffe, par exemple. Voilà. Donc, chez les adultes, non. À Bordeaux, comme c'est une structure enfant-adulte, on a un peu plus l'accès à la diététicienne, mais de là à te dire que c'est systématique, ce serait faux. Par contre, chez les enfants, oui, la diététicienne, elle voit tous les enfants en périopératoire qui sont de manière systématique. Mais ensuite, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils sortent de ce circuit-là. Finalement, ils ne sont pas revus de manière systématique. Le réseau de périnatalité va corriger ça, parce que dans le réseau de périnatalité, tu vois la croissance, etc. Et donc, moi, je suis en train, ce que je disais, vraiment de me faire aider des HAD qui ont toutes ces structures-là. Mais comme ils vont bien, ces malades, ils sortent très, très vite de ces structures, en fait. Alors, le problème du poids, c'est vraiment un vrai problème, parce qu'au début, ils sont tout petits, tout maigres. Et ensuite, à l'adolescence, ils vont prendre trop de poids et ça va avoir un impact sur leur VO2 dans l'autre sens, en fait. Voilà.